La forêt d'Amir. Pendant l'été 2011, des amis et moi avons décidé d'organiser un petit voyage de camping dans une forêt à quelques kilomètres seulement de leur ville natale, la forêt de Damir. Bien que relativement petite, la forêt nous offrait une opportunité bien nécessaire de nous reconnecter avec la nature. La vie en ville peut être agréable, mais elle peut aussi être étouffante, donc toute opportunité de s'évader à la campagne était la bienvenue. Au fur et à mesure que la date du voyage approchait, les choses ont commencé à se désagréger une à une. Plusieurs amis nous ont appelés et envoyé des messages pour nous informer qu'elles ne viendraient pas, soit à cause de maladies familiales, de manque d'argent ou par paresse. À la fin, nous n'étions plus que 2 à décider de partir. Tôt un matin ensoleillé d'été, nous avons pris un train pour nous rendre à la forêt. C'était parfait. Un ciel dégagé avec une légère brise qui rendait la marche dans la forêt moins oppressante que prévu. Il ne nous a pas fallu longtemps pour trouver un endroit décent à l'ombre, juste à côté d'un ruisseau que nous pouvions utiliser pour laver et boire de l'eau. Le seul problème était que l'endroit était très ouvert et visible. Fatigués de notre marche, nous avons décidé d'allumer un feu pour cuisiner le dîner. Faire un petit feu est une partie essentielle du camping, bien sûr, mais cela attire les gens. L'odeur du bois brûlé et de la nourriture qui cuisine, la fumée. Parfois, autant se signaler dans la forêt avec un mégaphone. Nous n'avons donc pas été très surprises lorsqu'un groupe de locaux est tombé sur notre petit campement et est venu nous saluer. Au début, ils semblaient assez amicaux. Cela peut paraître paranoïaque, mais tout le temps, j'avais un mauvais pressentiment à leur sujet. Il est fascinant de voir comment l'instinct humain peut capter des choses comme celle-ci, des petits indices et le langage corporel, ou la façon de parler qui nous font croire que quelqu'un n'est pas entièrement sincère. Je ne savais pas si c'était la façon dont les locaux se regardaient entre eux ou les étranges questions de sondage qu'ils posaient, mais je savais qu'ils n'avaient pas les meilleures intentions. Quand ils sont partis et étaient hors de portée de voix, mon amie a suggéré que nous déplacions le campement. Habituellement, c'est elle qui est peureuse et à qui je dis toujours de se calmer ou de se détendre, mais cette fois, je savais qu'elle avait raison. Peut-être que nous étions un peu paranoïaques, mais dans des cas comme celui-ci, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, aussi fatigués et à moitié ivres que nous étions, nous avons emballé nos affaires, éteint le feu et commencé à chercher un autre endroit pour camper. Heureusement, nous avons trouvé un endroit assez rapidement. Une colline densément boisée qui surplombait essentiellement notre ancien campement d'un côté. Ce n'est pas que nous avions une vue directe dessus, mais si nous marchions environ 1 minute depuis le campement, nous avions une assez bonne vue de la zone environnante. Du moins, c'était le cas pendant la journée. Quand le soleil s'est couché, nous avons allumé un autre feu, cuisiné des nouilles ramen et nos boîtes de nido. Ensuite, nous avons bu et fumé, racontant des bêtises autour du feu jusqu'à ce que nous soyons trop fatigués et ivres pour continuer, puis nous nous sommes retirés dans nos abris de poncho pour passer la nuit. Je suis presque sûr de m'être évanoui dès que je me suis glissé dans mon sac de couchage, car je ne me souviens pas m'être endormi ni rien. Tout. Ce que je sais, c'est que la prochaine chose dont je me souviens est d'avoir ouvert les yeux dans l'obscurité totale, au son d'une voiture au loin accélérant son moteur. Au début, j'étais juste irrité d'avoir été réveillé. La gueule de bois se faisait sentir et je me sentais comme une plaie en essayant de me rendormir, mais le bruit lointain du véhicule continuait à accélérer le moteur et, à mesure que le son se rapprochait, je savais que quelque chose approchait. Quelque chose m'a dit d'aller vérifier. Quand j'ai commencé à entendre des voix, cela aurait pu être juste un groupe de jeunes volant une voiture pour faire un tour. Mais comme je l'ai dit, mieux vaut prévenir que guérir. Mais quand je suis arrivé au bord de la colline, je pouvais déjà voir des faisceaux de torches tout autour de notre ancien campement. Le moteur qui rugissait était celui d'un véhicule conduit par le chemin forestier vers notre ancien campement. Quelqu'un nous cherchait. Je crois avoir agi plus par instinct que par autre chose, me déplaçant aussi rapidement et silencieusement que possible vers mon amie endormie pour la réveiller. J'ai dû lui expliquer ce que j'avais vu 2 ou 3 fois. Elle était aussi épuisée et à moitié ivre que moi, mais quand elle a compris, elle s'est levée avec moi et m'a aidé à jeter de la terre sur notre feu mourant. Ensuite, nous avons attrapé une paire de jumelles que nous avions et sommes retournés au bord de la colline pour observer la scène en bas. Avec horreur, nous avons pu voir ce que les hommes tenaient dans leurs mains, grâce aux torches qui les illuminaient, des battes de baseball, des marteaux et un morceau de corde, juste quelques-unes des choses qu'ils portaient. Ils crachaient et juraient,
furieux d'être revenus trop tard pour nous attraper et faire Dieu sait quoi. Tout. Ce que nous avions pour nous défendre étaient nos couteaux suisses. Si ces types avaient décidé de fouiller la zone où nous étions, ils nous auraient trouvés assez facilement et je ne suis pas sûr que je serais ici à écrire ceci aujourd'hui. Mais par une chance infinie, ils ne l'ont pas fait. Peut-être qu'ils avaient bu ou étaient simplement trop paresseux pour nous chercher, mais grâce à Dieu qu'ils ne l'ont pas fait. Tandis qu'une personne montait la garde et que l'autre retournait au camp pour emballer son équipement aussi vite que possible, les gaz en bas rôdaient autour de notre ancien campement, piétinant le foyer que nous avions soigneusement construit, libérant toute leur rancœur sur les affaires que nous avions laissées derrière. Comme je l'ai mentionné, ils ne semblaient pas intéressés à nous chercher, mais ils ne semblaient pas non plus pressés de partir. Cela signifiait que nous étions essentiellement piégés sur cette colline boisée, car essayer de fuir avec nos lourds sacs à dos signifiait que, si nous étions découvertes, il n'y aurait aucun moyen de leur échapper, surtout parce qu'ils avaient un véhicule. Nous avons fini par rester là jusqu'au matin. Aucune de nous n'a pu dormir, même après que la bande soit partie avec son véhicule. Je me souviens avoir été terrifié à l'idée qu'ils reviennent avec plus de torches et une plus grande volonté de nous trouver, mais ils ne l'ont pas fait. Ils dormaient probablement déjà leur propre gueule de bois. Quand nous étions dans le train de retour, nous devions rester encore 2 nuits et j'étais toujours énervé d'avoir dû écourter le voyage. Mais avec ces sales voyous locaux dans les parages, nous ne voulions tout simplement pas prendre de risques. Faites attention quand vous voyagez, que ce soit à l'international ou localement, car malgré l'amabilité insondable des étrangers, certains d'entre eux ne sont pas très amicaux. Camping sauvage en Écosse. L'histoire se déroule en Écosse il y a quelques années. Avec des amis, j'ai pris un bus de nuit de Liverpool à Édimbourg pour une semaine de camping sauvage. La principale différence entre le camping sauvage et le camping normal est l'absence de tente, que les campeurs sauvages n'utilisent pas. Ils n'emportent pas de tente. Ils utilisent simplement des ponchos ou des bâches pour créer un abri de base et dorment ensuite directement sur le sol. Oui, parfois cela peut être désagréable, mais c'est un défi qui brûle la graisse de nos âmes, pour ainsi dire. Il est environ 5 heures du matin. Nous avons à peine dormi et nous essayons de naviguer à travers la campagne écossaise. Naturellement, nous avons pris un mauvais tournant. Nous avons 6 milles et demi devant nous, soit environ 9 heures de marche, et nous avons pris un mauvais tournant il y a 2 minutes. Je ne peux pas croire que nous puissions être aussi stupides. Bien qu'il soit environ 5 heures du matin et que nous formions un trio au look étrange, nous arrêtons un cycliste de passage pour lui demander notre chemin. Il est habituellement aimable et serviable et nous indique la bonne direction. Nous tournons un coin et apercevons un monument aux morts qui servirait de point de repère. Une odeur de blé se fait sentir au loin. Nous ne pouvons nous empêcher de nous arrêter, de déposer nos sacs à dos sur les bancs près du monument et de prendre une pause. Le monument aux morts se trouve à un carrefour. Je me souviens que des personnes qui se suicidaient étaient enterrées à des carrefours, et cela me préoccupe. Nous sommes baignés par une lumière dorée, tandis que nous avançons vers le sud-ouest, en direction du pont de Gargue. Le trottoir est étroit, et nous sommes souvent obligés de marcher sur la route pour rester au même niveau. À notre gauche, nous voyons notre premier lapin. Cela semble être un bon présage. Nous faisons semblant de viser avec des viseurs imaginaires en faisant des bruits d'explosion avec nos bouches. En approchant d'une maison de pierre avec 2 épées en plastique dépassant, nous voyons une inscription en gaélique. Quelqu'un de notre groupe s'exclame en voyant cela. Nous atteignons le pont de Gargue et le traversons, avec l'ancienne maison d'un forgeron à ses pieds. En montant une pente douce, nous passons devant le lycée local et atteignons le chemin de la ferme. Nous avons fait de bons progrès, et il n'y a pas de pions dans les champs, seulement des dizaines de vaches en train de paître. La maison des fermiers est exceptionnellement bien entretenue, mais l'étable et le bâtiment voisin sont délabrés et je soupçonne qu'ils abritent des chauves-souris. Les agneaux, vieux de quelques mois, nous voient et s'éloignent effrayés. En passant près de l'étable, nous grimpons 2 clôtures pour éviter un énorme réservoir de déchets. Cela nous amène juste en face d'un autre type de clôture, du type électrifié. « Est-ce que cette clôture est électrique ?» se plaint quelqu'un. Je suis du regard le câble et je le vois se connecter brutalement à une unité de batterie. Je grimace. Elle est trop haute pour sauter avec nos sacs à dos, ce qui rend impossible de ramper en dessous. Je m'imagine ce que cela ferait de recevoir une décharge électrique dans mes parties intimes.
Je vois un gros morceau de bois mort entouré de bousses de vaches fraîches. Et comme si c'était des mines terrestres, je les évite nerveusement et traîne le bois mort jusqu'à la clôture. Il est suffisamment lourd pour l'immobiliser quand je passe par-dessus. J'entends un faible bourdonnement. Nous continuons à travers 2 champs en grimpant la clôture entre eux. Ce n'est pas facile avec un sac à dos lourd. Je sors mon iPhone pour filmer l'ascension de la première de nombreuses collines. Nous commençons à respirer difficilement lorsque notre sac à dos se sent soudainement 2 fois plus lourd et nous nous penchons en avant pour garder notre élan. Nos pas sont forcés et petits. Je range le téléphone au point le plus raide, les plaisanteries cessent et nous montons la pente couverte d'herbe. Je commence à avoir faim et notre premier point de repos apparaît en vue. Un arrêt prévu pour nous orienter et déposer nos sacs à dos à quelques mètres de l'endroit où nous avions monté notre tente lors du voyage précédent. Nous reposons nos jambes endolories. Mon ami Corky enlève sa chemise, trempée de sueur, et je remarque de la vapeur s'échappant de ses épaules. « Jésus, Martin !» s'exclame l'autre type. « Il y a de la vapeur qui sort de toi. » Nous rions en sortant du tabac et de la nourriture. Martin et moi mangeons les mêmes gâteaux d'avoine écossais. Nous les mangeons avec du fromage à tartiner et partageons le café bouilli de Martin. Le Jetboil est un petit appareil incroyablement utile et deviendra presque le centre de nos vies pendant la semaine suivante. Corky se rappelle de la tenue civile sèche et lève les yeux au ciel, mais le petit déjeuner tout au long de la journée précède les lectures. Certains des ingrédients font beaucoup plus ici à l'ombre, et nous contemplons le paysage en nous débarrassant des morceaux de gâteau d'avoine collés aux dents ou en fumant des cigarettes roulées. Il est 7 heures du matin, mais notre manque de sommeil donne l'impression qu'il est plus tard dans la journée. C'est un peu désorientant. Corky se montre sceptique à ce sujet. Le mauvais virage n'a pas été un obstacle trop satisfaisant et il attend toujours un de ces sentiments de justification. Après avoir progressé lentement mais sûrement à travers la campagne, le long de la crête de la colline, nous atteignons le petit groupe de maisons qui sert de point de repère. Après quelques délibérations, nous décidons de traverser un champ de vaches qui a la seule clôture franchissable que nous pouvons voir. Nous sommes motivés en partie parce que cela semble rapide et facile, en partie parce que nous évitons une autre clôture électrique à l'air plus cruel. À mi-chemin du champ, je remarque que de nombreuses vaches commencent à nous regarder. Cela n'est généralement pas particulièrement intimidant, mais leur nombre et leur regard évidemment hostiles me font ralentir le pas. « Elles nous regardent toutes, tu sais, » dis-je. « Elles sont juste curieuses, » répond Martin. Les vaches commencent à marcher vers nous, formant presque une ligne de bataille. « Elles marchent vers nous maintenant. Elles veulent juste nous jeter un coup d'œil, » dit Martin. La vache commence à trotter, puis à galoper maladroitement. Corky s'arrête et commence à marcher en arrière. Elle court vers nous. Moi aussi, je m'arrête et en regardant par-dessus mon épaule, je vois un petit enclos avec des clôtures électriques. Danse, danse. Nous essayons de courir sous nos sacs à dos. Cela équivaut à boitiller. Je me tiens éveillé et décide que mourir électrocuté doit être plus rapide que d'être piétiné. « Ne cours pas !» crie Martin. Instantanément, l'ordre déclenche des synapses dans mon cerveau. Je m'arrête, lève les bras en l'air pour me faire paraître grand. Corky répète le même mouvement simultanément, sans me regarder. Les vaches qui chargent s'arrêtent instantanément, certaines ralentissent leur rythme. J'entends un cri confus de l'autre côté du champ. C'est le fermier qui nous demande de continuer le long de la clôture jusqu'à la porte. « On dirait qu'on va bien, continuez à avancer, » dit Martin calmement. Nous avançons lentement et compact, les bras levés, les vaches nous entourent et se poussent pour nous regarder. Elles sont agressives entre elles. Certaines montent sur les autres vaches devant elles pour avoir une vue. « Tout va bien, » me dis-je. « Tout va bien se passer. 12 vaches, tout est complètement sûr. » Ce n'est pas sûr, pensais-je terrorisé. Mes membres tremblent. Je grimpe la porte en bois pendant que le fermier se dirige vers nous. « Bonjour, elles sont juste curieuses. Elles viennent juste jeter un coup d'œil, » dit-il. « Si vous marchez le long du bord du champ, ça ira. Si vous le traversez, je ne sais pas, vous pourriez dire bonjour. » « Peut-être pourriez-vous nous indiquer une bonne route jusqu'à la maison, » dis-je. « Oui, suivez simplement ce chemin ici. Généralement c'est tranquille. Puis tournez à droite sur la route principale et continuez tout droit. Ne tournez pas vers la ferme, continuez et vous trouverez la route vers la maison. Merci beaucoup, nous sommes ravis de votre aide. » Il semble un peu intrigué par nous, mais visiblement trop agacé par l'agitation pour nous le montrer. Chaque fois que je raconte cette histoire, les gens rient.
Je comprends pourquoi un groupe de jeunes citadins effrayés par des vaches est quelque chose de comique, mais nous avons vraiment eu peur. Surtout quand nous sommes rentrés chez nous après le voyage et que j'ai réalisé à quel point nous étions réellement en danger. Vous voyez, les vaches tuent plus de personnes chaque année que les requins, et à peu près de la manière exacte que j'ai décrite. Un randonneur ou un marcheur décide de traverser un champ plutôt que de le contourner ou de marcher au bord, et se fait piétiner par les vaches. En fait, l'exécutif de la santé et de la sécurité du Royaume-Uni a émis depuis longtemps un conseil aux agriculteurs pour qu'ils ne mettent pas les veaux avec leur mère dans des champs accessibles au public par mesure de précaution. Cela provient directement d'un article du journal britannique The Independent. Alors, la prochaine fois que vous envisagez de prendre un raccourci à travers un champ, assurez-vous qu'il n'est pas occupé. Vous pourriez avoir une surprise désagréable et inattendue. La forêt nationale de Washington. Les forêts nationales de Washington sont les plus anciennes de leur genre dans le sud des États-Unis, couvrant près de 2 millions d'acres de nature vierge. On dit que le mot « Wachita » provient des mots « Shoah », signifiant maison, et « Shuto », signifiant grande. Ensemble, il signifie « grande maison loin de la maison ». Par conséquent, comme vous pouvez l'imaginer, pendant la saison de chasse, il est impossible de se déplacer sans veste de haute visibilité et casquette de chasse orange vif. Mes amis et moi n'avons jamais aimé la chasse ni la pêche, du moins jusqu'à ce que nous visitions l'Arkansas. À peine sortis de la Pennsylvanie, notre idée de se détendre dans la nature n'incluait pas de sacrifier un animal fraîchement tué. Donc, quand nous avons découvert qu'il y avait une période pendant l'été où la chasse dans les Ouachitas est strictement interdite, nous étions absolument euphoriques. Il y aurait des sections entières de la forêt qui seraient pratiquement désertes, et nous pensions avoir l'endroit pour nous seuls. Nous avons conduit 8 heures par jour pendant 3 jours pour atteindre l'Arkansas depuis notre maison à Haverhill, Massachusetts. 100 miles en une fois, c'était trop nauséeux pour y penser. Nous avons fait un petit road trip depuis Haverhill. Honnêtement, je pense que je pourrais déménager à Washington DC juste pour la sauce Mumbo. Je l'ai vue dans une émission d'Anthony Bourdain et je devais absolument l'essayer. Croyez-moi, elle ne déçoit pas. Bref, quand nous sommes finalement arrivés dans les forêts nationales, nous étions sérieusement déterminés à renoncer aux pièges de la société et à embrasser la tranquillité et la pureté de la nature. Ce qui est une façon élégante de dire que nous étions prêts à nous enivrer jusqu'aux os autour d'un feu crépitant et à chanter des chansons des Dropkick Murphy à tue-tête, ce que nous avons fait, peut-être avec trop d'enthousiasme. Après seulement 2 des 4 nuits de camping prévues, nous étions déjà à court de bière et de tabac. Pas exactement au bon moment, car il était tard lorsque nous avons ouvert nos glacières et découvert seulement 3 bières intactes, juste assez pour nous tenir compagnie pendant ce qui serait sûrement des heures de marche jusqu'à la liqueur la plus proche. La liqueur hors la loi n'était guère plus qu'une cabane en bois à la périphérie d'un petit village appelé Crystal Springs. Il nous a fallu environ 3 heures de marche continue pour y arriver, et je vous promets que cela valait chaque pas. Au début, nous n'étions pas sûrs d'être dans une liqueur ou dans un pavillon de chasse. Il y avait de la taxidermie d'ours noirs, de dindons et de renards rouges partout. Jeff, le propriétaire, nous a montré les vins et liqueurs locaux et nous a même offert des échantillons de quelques fermentations choisies. Nous sommes entrés avec l'intention de prendre 1 ou 2 packs de 6 et nous sommes repartis avec nos sacs à dos remplis de bière, de la viande séchée maison de Jeff, quelques petites bouteilles de vin maison et une bouteille de CE que Jeff appelait Abraxas vieilli en fût, une bière noire locale avec un taux d'alcool de 11%. Oui, vous avez bien lu, 11%. Le soleil commençait à se coucher lorsque nous étions proches de notre campement et nos pieds douloureux par des heures de marche étaient engourdis par l'alcool que nous buvions en marchant. J'avais déjà ouvert mon propre petit paquet de viande séchée, distribuant des morceaux pendant que nous marchions. Nous avions monté un peu l'alcool et étions en pleine session de boissons quand nos vessies pleines nous ont forcés à faire des pauses pour uriner sur le sentier. C'était une belle soirée, les grillons chantaient, les chauves-souris volaient autour de nos têtes, se déplaçant doucement tout en utilisant leur sonar pour localiser les insectes volants. Quand ce fut mon tour de demander une pause pour uriner, mes amis se sont assis au bord du sentier avec leur bière pendant que je m'enfonçais dans la forêt pour trouver un endroit convenable. J'en ai trouvé un et fait ce que j'avais à faire, puis ai commencé à revenir quand j'ai entendu quelque chose à travers les arbres. Cela ressemblait à des voix murmurées et des pas sur les feuilles mortes. Dans mon état semi-alcoolisé, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de me présenter, peut-être de prendre un verre ensemble, de raconter des histoires, de se faire des amis.
Mais ces personnes ne voulaient pas être amies. En avançant à travers une zone de broussailles dense et en entrant dans une petite clairière, il devint clair que se présenter était une terrible idée. Dès que j'émergeais dans la clairière, ils se tournèrent vers moi avec une surprise en colère. Ils portaient des vêtements rustiques, des bottes en cuir usé et beaucoup de nains. Ils avaient toutes sortes d'armes dans leurs mains, machettes, battes. L'un d'eux avait une massue rouillée avec des pointes qui semblaient avoir 100 ans. Entre eux, ligotés et se tortillant sur le sol, il y avait une jeune femme. Son corps était un patchwork de contusions et d'éraflures. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Jamais de ma vie je n'avais entendu quelque chose d'aussi perturbant que les bruits qu'elle faisait à travers son bâillon de tissu. Quand j'ai finalement détaché mon regard de cette scène, j'ai regardé un des gars au visage de paysan qui se tenait au-dessus de la fille prostrée. Il souriait et d'un mouvement lent, il a mis un doigt sur ses lèvres. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher. Lentement au début, je ne voulais pas que ces types pensent que j'étais en panique. Mais j'allais appeler la police ou quelque chose. J'essayais de rester calme, mais après quelques secondes, j'ai commencé à courir vers le sentier. Je n'ai pas eu besoin de dire un mot à mes amis. Ils ont commencé à courir dès qu'ils ont vu mon visage. Nous avons couru et couru et couru jusqu'à ce que mon ami vomisse de la bière et de la viande séchée à moitié digérée partout sur lui. Mais à ce moment-là, nous étions hors de danger. Personne ne nous suivait. Quand je leur ai raconté exactement ce que j'avais vu, il y a eu une discussion. Un de mes amis voulait aller à la police immédiatement, tandis que l'autre insistait pour que nous quittions la forêt dès que possible, ce qui signifierait conduire sa voiture bien au-delà de la limite de vitesse, jusqu'à ce que nous puissions trouver un motel où nous pourrions appeler la police sans risquer un DUI au Missouri. Nous avons conclu que nous appellerions la police d'abord, puis partirions dans un hôtel avant qu'ils ne nous arrêtent, nous fassent un test d'alcoolémie et nous emprisonnent. Nous n'avons jamais eu de nouvelles de la police. Mon ami a rapporté ce qu'il avait vu par téléphone et avec autant de détails qu'il pouvait. Mais je n'ai jamais pu oublier ce que j'avais vu cette nuit-là. Souvent, je me demande ce qui est arrivé à cette fille, si elle a été secourue ou si elle vit maintenant une vie heureuse et paisible. Mais parfois, dans les moments les plus sombres, je sais que cette fille n'est jamais sortie des Ouachitas. Même si elle était vivante, une partie d'elle resterait à jamais dans cette petite clairière de la forêt, prise par des hommes cruels. Une nuit dans les Brecon Beacons. Début 2014, quelques amis et moi avons eu l'idée de faire quelque chose à des fins caritatives. Nous avons parlé de nous raser la tête, de courir des marathons, d'organiser un pique-nique communautaire, mais rien ne semblait prendre. Tout le monde était fatigué des idées usées. Si nous voulions des dons, nous devions faire quelque chose de grand. Donc, quand j'ai eu l'idée de passer cette nuit à dormir dehors, après avoir marché 20 miles jusqu'à la chaîne des Brecon Beacons au pays de Galles, je savais que c'était fou. Mais pour obtenir des dons, je ne pensais pas que mes amis accepteraient, et pourtant ils l'ont fait. Pour une raison inexplicable, ils ont accepté. C'était un jeu de chiffres. Il suffisait de dire aux gens que c'était 20 miles et 7 nuits sans abri pour les sans-abri et regarder les dons affluer. À la date de départ, nous avions collecté un total de 1255 livres, soit un peu plus de 1500 $ pour Shelter, une association caritative britannique qui aide les sans-abri et ceux en situation de crise de logement. Nous étions fiers au-delà des mots. Cependant, dans la période précédant le jour du départ, nous étions assez anxieux. Les forces spéciales britanniques utilisent les Brecon Beacons pour leur entraînement en raison du terrain accidenté et sauvage. Nous avions également planifié le voyage pour début avril, ce qui signifiait de fortes pluies et des vents violents. Cela signifiait que nous avons fini par investir une bonne partie de notre propre argent dans de l'équipement militaire excédentaire. Nous avions besoin de beaucoup d'équipements pour nous garder en sécurité et au chaud pendant 7 nuits entières dans les Beacons. Et il se trouve que l'équipement militaire excédentaire était l'option la moins chère et la plus fiable. Comme vous pouvez l'imaginer, nous étions couverts de camouflage pour la marche, avec d'énormes sacs à dos remplis de nourriture en conserve et d'eau qui nous alourdissaient. Plus de miles signifiait plus de douleur dans les épaules, les pieds, les genoux et les cuisses. À la 17e mile, les 2 autres gars ont jeté l'éponge. J'étais la seule voix dissidente quand ils ont proposé d'appeler un taxi pour les 3 derniers miles du voyage. Mes amis affirmaient que leur sac était ridiculement lourd et qu'ils ne pouvaient tout simplement plus continuer. Je me demandais ce qu'ils avaient apporté qui rendait leur sac si lourd, mais en arrivant à un grand lac d'eau douce et en installant le campement,
J'ai découvert pourquoi. Ils avaient apporté une carabine à air comprimé, une arme de calibre 22, représentant presque la moitié du poids qu'ils portaient. Oui, j'étais un peu agacé. Peut-être qu'en laissant cette carabine derrière, ils auraient eu la force de continuer, mais les gars aiment leurs jouets. Nous avions 8 jours complets à tuer, et le tir sur cible représenterait certainement quelques heures de divertissement. Sans oublier que si nous trouvions une colombe ou un lapin savoureux, nous pourrions nous régaler de viande fraîche. Après une première nuit de fatigue intense, avant de dormir un peu, nous nous sommes levés à l'aube avec une grande journée devant nous. Pour une raison quelconque, nous avons pensé qu'une chasse à l'aube serait une bonne idée. Peu de gens autour, et la faune serait active. Mais ce ne fut pas le cas. Nous n'avons pas eu une seule occasion de tir sur un animal. Cependant, à un moment donné, au milieu de nulle part, nous avons traversé une ligne d'arbres et nous nous sommes retrouvés face à face avec un promeneur de chien matinal. Les yeux flous, nous n'en croyions pas nos yeux. Les chances de rencontrer quelqu'un ici étaient minces, mais là, quelqu'un se tenait, regardant nerveusement un groupe de gars en camouflage, l'un d'eux portant une carabine à air comprimé ressemblant à une véritable arme à feu. Nous l'avons salué, il a souri, et tout le monde a continué son chemin. Nous n'y avons plus pensé. Pour être honnête, il ne semblait pas être du genre à appeler la police ou à faire toute une histoire. Je veux dire, il n'a posé aucune question ni même mentionné la carabine. Donc, quand nous sommes revenus à notre camp à temps pour le déjeuner, soit dit en passant, je l'avais déjà oublié. Après une après-midi à ramasser du bois et à faire d'autres travaux de camp, nous nous sommes préparés pour une nuit à raconter des histoires autour du feu. J'ai raconté quelques histoires de fantômes, certaines provoquant plus de rire que de peur. Nous avons bu quelques bières avant d'aller nous coucher. Quelques heures plus tard, quelque chose m'a réveillé en sursaut. Le grand abri que nous avions construit pour nous trois avec une énorme bâche devait être complètement noir, mais je pouvais voir des faisceaux de lumière pénétrant de l'extérieur, des torches. Puis, je les ai entendus. La police armée se rapprochait. Levez les mains tout de suite. Un par un, nous sommes sortis de l'abri comme ils nous l'ont ordonné. Mes mains tremblaient horriblement pendant que je les levais hors de l'entrée vers la lumière aveuglante de 5 ou 6 torches. Je me souviens de la peur pure et déchirante. Je me suis rendu compte que les faisceaux de lumière n'étaient pas tenus par la police, mais fixés à l'extrémité de leurs armes. Je l'ai juste remarqué un instant, mais je savais que je devais leur obéir. « Jetez-vous au sol maintenant !» a crié un officier. Je me suis jeté par terre avec mes mains derrière ma tête, tandis que mes 2 amis faisaient de même. Bientôt, nous étions tous les 3 allongés face contre terre dans le sol froid et humide de la forêt, tandis que la police armée fouillait notre abri. Ils n'ont pas mis longtemps à trouver la carabine à air comprimé. « Chef, j'ai trouvé quelque chose !» a crié l'un d'eux. Je ne pouvais rien voir de tout cela, mais il était évident d'après ce qu'ils disaient que c'était notre lot. Oui, juste une carabine à plomb, apparemment. Attendez, alors vous 3, vous n'êtes pas des militaires, n'est-ce pas? Il m'a fallu 1 minute avant de trouver le courage de parler. Non, nous ne sommes pas militaires, avons-nous dit en même temps. Ah bon, d'accord alors. L'officier en charge a conduit quelques gars sur le sentier. Le promeneur de chiens avait pensé à tort que nous étions des militaires britanniques en manœuvre et avait décidé de le signaler aux autorités. Je ne sais pas si c'est une procédure standard pour les civils dans la région. Ils doivent être habitués à la présence d'hommes armés dans les beacons. Mais parfois, je pense qu'il a pu croire que nous étions des intrus sans permission et a pris la décision de le signaler. Il y a beaucoup d'anciens officiers vivant dans les beacons, peut-être en était-il un. Mais je m'égare. La police armée nous a fait lever du sol avant de nous demander pourquoi nous étions là. Nous avons été honnêtes jusqu'à l'extrême, expliquant que nous étions là pour une association caritative pour les sans-abri. En plus de la carabine à air comprimé, ils semblaient assez impressionnés. Je pensais qu'ils seraient en colère pour la fausse alerte, mais en réalité, ils semblaient comprendre. Pour eux, cela signifiait des heures supplémentaires payées et la chasse aux idiots dans les bois avec de vraies armes, pas avec des pistolets à plomb de mauvaise qualité. Ce n'était pas un inconvénient pour eux. C'était surréaliste, mais ils sont partis après avoir seulement confisqué la carabine à air comprimé. Ils nous ont laissé nos couteaux et notre matériel de pêche, même si nous avons admis ne pas avoir de permis pour pêcher dans les lacs locaux. Ils ont parlé de sentir quelque chose de bizarre dans l'air, mais n'ont toujours rien cherché dans notre tente. Ils nous ont assuré verbalement qu'ils ne porteraient aucune accusation contre nous. Oui, c'est tout ce qu'ils ont dit sur le sujet, et en effet, nous avons récupéré la carabine à air comprimé. Au fond de moi,
J'étais sûr qu'ils allaient rompre leurs promesses et nous arrêter au poste de police. Il y a des lois très strictes sur l'intrusion armée au Royaume-Uni et jusqu'à ce jour, je n'ai aucune idée pourquoi nous n'avons été accusés de rien. J'aime penser qu'ils étaient impressionnés par notre initiative caritative et ont décidé de nous épargner, mais en réalité, je pense que nous avons eu de la chance. Après tout, je pense que nous avons été extrêmement chanceux que notre carabine à plomb soit la seule chose qu'ils nous ont prise cette nuit-là. Un faux mouvement, et nous ne serions peut-être même pas là pour en parler. Un voyage de camping en Écosse. Il y a quelques années, des amis et moi sommes allés faire un voyage de camping dans les Highlands d'Écosse. Ce fut difficile. Le climat était implacable, et le terrain encore plus. Mais le voyage fut globalement un succès. Personne ne fut blessé, personne ne se perdit, rien de particulièrement déconcertant ou effrayant ne se produisit. Tout du moins jusqu'aux dernières nuits, quand nous sommes retournés au petit village écossais où nous devions prendre un bus. Nous étions physiquement et émotionnellement épuisés après avoir passé 5 nuits dans les montagnes. Nous avions à peine dormi et mangé, si bien que la vue d'un petit café pittoresque nous fit presque pleurer de joie. Nous avons envahi le café et, honnêtement, je ne blâme pas les habitants pour nous avoir dévisagés. Nous étions un désastre, les yeux injectés de sang et les cheveux gras, tous nos vêtements tachés de fumée après avoir passé des nuits autour du feu. Les locaux étaient curieux, mais néanmoins amicaux. La propriétaire nous interrogea sur notre voyage et fut ravie de notre fascination pour les Highlands. Cela vous valait toujours des points auprès des locaux quand vous leur disiez qu'ils devaient être des personnes dures et travailleuses pour vivre dans un endroit aussi austère. Nous sommes sortis du café avec le ventre plein et nous nous sommes dirigés vers le seul pub du village. Là encore, nous avons été chaleureusement accueillis et ils sont même restés ouverts 1 heure plus tard que d'habitude pour nous permettre de rester au chaud en attendant notre bus de nuit. Nous avons quitté le pub environ 20 minutes avant l'heure prévue pour notre bus, après avoir chaleureusement remercié le personnel du bar pour leur hospitalité. Nous avons ensuite pris le chemin des rues à peine éclairées du village en direction de l'unique arrêt de bus. Il est important de noter que l'arrêt de bus est situé juste à côté d'un petit pont qui permet de traverser la rivière qui traverse le village. Donc, dans les zones plus basses à la lumière tamisée des lampadaires, nous savions qu'il y avait un pont, mais nous ne pouvions pas voir ce qu'il y avait dessus. Les minutes passaient et nous regardions toute l'horloge, impatientes de rentrer chez nous, de prendre des douches chaudes, de nous blottir dans des lits chauds et de manger des repas correctement cuisinés. Il devait rester moins de 10 minutes d'attente lorsque nous avons entendu quelque chose de l'autre côté de la rivière, un grognement. Mais nous étions trop excités et épuisés pour y prêter attention. Le bruit continua de devenir de plus en plus fort et plus vocal, jusqu'à ce que nous réalisions qu'il y avait quelqu'un de l'autre côté du pont, quelqu'un qui semblait ivre et en colère. Je ne me souviens plus qui, mais quelqu'un a eu suffisamment de curiosité pour rassembler l'énergie nécessaire pour aller vérifier. Je ne regardais pas, mais je pouvais entendre ses pas lourds et ses bottes contre le pont métallique, se déplaçant lentement vers le sommet. Puis il y eut un bruit sourd tandis qu'elle descendait les escaliers du pont plus rapidement qu'elle ne les avait montés. « Prenez vos sacs maintenant », chuchota-t-elle, essayant de garder la voix basse. « Bougez ». Nous n'avions aucune idée de ce qui se passait. Je pensais que c'était peut-être une sorte de blague, une tentative peu convaincante de créer un peu d'excitation dans la dernière heure de notre voyage. Mais un regard dans ses yeux me dit qu'elle parlait sérieusement. Je n'avais jamais vu mon amie aussi effrayée. Pour confirmer ce qu'elle disait, je commençais à entendre le même genre de bruit de pas sur le pont métallique. Quelqu'un se déplaçait rapidement sur le pont depuis l'autre côté, en émettant les mêmes grognements en colère que nous avions entendus. Aucune de nous ne voulait prendre de risques, alors nous avons toutes pris nos sacs lourds et les avons traînés à travers la route vers une petite rue sombre du village. Nous étions assez bien cachés dans l'obscurité, mais nous pouvions encore bien voir notre côté du pont. Chacune de nous voulait voir ce qui avait tant effrayé notre amie. Puis nous l'avons vue. Une femme titubait sur les escaliers métalliques du pont. Il y avait quelque chose dans sa main, le reflet de l'acier inoxydable sous une lumière tamisée. « Mon Dieu, est-ce un machette ?» L'une de nous murmura à peine. En entendant le son de nos voix, la femme leva la grande lame dans sa main, pointant vers l'obscurité où nous pensions être cachés. Elle rugit de son accent écossais rauque, puis commença à descendre les escaliers vers nous, agitant le machette. Nous avons couru et nous nous sommes enfuis dans la petite rue sombre. Nous n'avions aucune idée de l'endroit où nous allions, mais n'importe quel endroit loin de cette folle ivre brandissant une lame devait être mieux.
Celle qui était en tête devait avoir la présence d'esprit de faire le tour du pâté de maison. Nous nous sommes cachés dans un coin, essayant de garder notre calme. Nous n'avions que 2 options. Retourner à l'arrêt de bus et risquer de nous faire poignarder ou rester cachés et manquer notre bus, se retrouvant coincés au milieu de nulle part en Écosse. Ce fut comme une opération militaire. Nous nous déplacions par paires, nous couvrant mutuellement et surveillant tout signe de notre potentielle attaquante. D'une manière ou d'une autre, nous avons réussi à retourner à l'arrêt de bus sans la croiser. Nous pensions l'avoir perdue et avons commencé à nous détendre autant que possible. Environ 5 minutes plus tard, le bus était sur le point d'arriver et nous commencions à paniquer de nouveau. Certaines d'entre nous pensaient que nous avions manqué le bus et qu'il valait mieux commencer à chercher un endroit où nous abriter avant de croiser de nouveau la femme aux machettes. Mais nous n'avons pas eu à attendre longtemps, car quelques minutes plus tard, une silhouette familière émergea d'une rue latérale mal éclairée. Nos cœurs se sont enfoncés collectivement en voyant ce qu'elle tenait dans ses mains, le machette. C'était la même femme qui rugit de nouveau avant de marcher lentement vers nous. Cette fois, nous avons adopté une approche différente. Je ne sais pas si c'était l'adrénaline ou la pure désespoir de prendre le bus et de sortir de là, mais nous avons tenu bon. Nous lui avons crié en retour et avons sorti nos petites lames suisses pathétiques, la défiant de s'approcher. En regardant en arrière, c'était glorieux. Nous sommes passés de proies terrifiées à des guerrières prêtes à défendre notre terrain. Ce qui s'est passé ensuite était comme sorti d'un film. Tandis qu'elle avançait vers nous, nous avons commencé à zigzaguer dans la rue, toujours en agitant son machette. Elle semblait déconcertée par notre nouvelle agressivité, mais pas complètement dissuadée. Un sentiment horrible m'a envahi quand j'ai réalisé qu'une de nous risquait bien de subir des blessures graves. Mais au loin, près de l'endroit où la route se séparait du cours de la rivière, une camionnette de police apparut, tournant le coin et accélérant vers nous pour nous secourir. C'était comme si la cavalerie arrivait dans un vieux western, et nous étions sauvés. Notre courage se décupla, et nous avons effectivement commencé à avancer vers elle, la repoussant vers la police qui approchait, à laquelle elle semblait totalement inconsciente. Elle ne réalisa ce qui se passait que lorsque la camionnette s'arrêta brusquement derrière elle et qu'un trio de policiers écossais corpulents en sortirent et l'assaillirent. Ils l'ont plaqué au sol avec une telle force que nous avons entendu le bruit écœurant de sa tête frappant le béton. Mais nous n'avions aucune sympathie. Alors que les lumières des maisons voisines clignotaient et que des visages apparaissaient aux fenêtres pour observer la scène, notre bus arriva en tournant le même coin que la camionnette de police. Nous avons applaudi, avons pris nos sacs et avons marché triomphalement vers notre trajet de retour. La police voulait nous parler de ce qui s'était passé, mais nous avons reculé une fois que nous leur avons expliqué que c'était notre seul moyen de quitter la ville. Nous avons dit que nous les contacterions par téléphone pour faire des déclarations, mais nous ne l'avons jamais fait. Nous étions toutes trop heureuses de quitter cet endroit en un seul morceau. Une aventure de camping en avril. J'adorais camper. Je passais chaque moment libre soit à camper, soit à planifier un voyage de camping. J'aimais être en plein air, loin de la banalité étouffante des événements quotidiens et des problèmes du premier monde. Je faisais de gros efforts pour construire des abris au lieu d'emporter une tente, buvant dans les ruisseaux de montagne, chassant et posant des pièges pour notre nourriture. Ainsi, en avril de l'année dernière, 2 amis et moi sommes partis pour un voyage de camping de 4 nuits sur le sentier des Appalaches avec des sacs de plus de 50 livres, marchant 20 miles jusqu'aux premières collines vertes avant d'atteindre notre première source d'eau importante. Une longue bande d'eau claire et tranquille située dans une vallée pittoresque. Le voyage a duré 2 jours avec environ 18 heures de marche continue. Nos sacs à dos commencèrent à creuser dans nos épaules agonisantes à chaque pas, mais le sentiment d'accomplissement était enivrant. Les jours et les nuits passaient alors que nous progressions sur le sentier, cherchant de la nourriture à mesure que nous avancions. C'était épuisant, une lutte constante, mais la sensation de paix que la nature peut fournir est profonde. La nuit, nous faisions griller des saucisses sur des bâtons, nous régalant de barres de céréales et de fruits frais. L'eau fraîche était abondante, mais nos tentatives pour trouver des protéines échouaient à chaque fois. Nous n'avons pas trouvé d'œufs de canard. Nous étions lents et inexpérimentés pour attraper des lapins et nos cannes à pêche improvisées ne fonctionnaient pas aussi bien que nous en avions l'habitude. Nous commencions à désespérer et bien que nous essayions, l'homme ne peut pas vivre uniquement de barres de céréales et de beurre de cacahuètes.
Nous devions faire un voyage jusqu'au village le plus proche, à près de 7 miles de distance. Inutile de dire que nous nous sommes perdus. Après quelques heures de marche, nous avons commencé à grimper une colline assez raide par un raccourci. Tout le long du chemin, je me souviens avoir vu un épais brouillard collé au sommet de la colline, à au moins 500 mètres au-dessus de nous. Ce brouillard semblait simplement attendre que la température baisse suffisamment pour descendre sur nous, et c'est ce qu'il fit. Je me souviens de l'image de mon ami Chris, sévèrement obscurcie par la brume alors que je marchais derrière lui. Nous essayions de rester joyeux en commençant à voir les restes de nouveau-nés agneaux. Avril est le mois des naissances de moutons, donc ce n'est pas nécessairement une vue inhabituelle, mais ces agneaux restaient complètement intacts. Aucun charognard ne les avait touchés, et il y en avait beaucoup. Inutile de dire que nous nous sentîmes soulagés quand le contour d'une cabane apparut. Nous n'avions absolument aucune idée d'où nous étions, et il n'y avait aucune mention de cette cabane sur notre carte. Nos pieds nous faisaient mal et nos réserves d'eau diminuaient car nous ne nous attendions pas à être dehors ou perdus aussi longtemps. Nous avons décidé de nous arrêter et de demander notre chemin. Nous avons dû escalader un muret de pierres sèches pour atteindre le bâtiment, car la cabane était étrangement située sur la pente de la colline. Je remarquai avec un intérêt sombre qu'il n'y avait aucun chemin menant vers ou depuis la cabane, aucun contact humain visible. Nous nous sommes arrêtés lorsque nous sommes arrivés à la porte principale, ou CE qui passait pour une porte principale. Elle était faite de branches d'arbres grossièrement coupées et fixées avec des clous rouillés et des cordelettes pourries. Chris a essayé de l'ouvrir, mais il n'y avait pas de charnière. Elle est simplement tombée dans ses mains. Il l'a mise de côté poliment, bien que de manière confuse. Une petite cour avant la porte principale était couverte de mauvaises herbes poussant entre des dalles de béton cassées sous nos pieds. Répandue dans le minuscule jardin de devant, il y avait une variété de curiosités disposées en position décorative. Des petites voitures jouets, une balle de tennis, une brosse à cheveux, une brouette. Au pied d'un arbre dégarni se trouvait une caisse exposée contenant quelques livres trempés, des cassettes VHS et une figurine d'action pour enfants étrangement disposée en un cercle approximatif autour de la figurine. Je me suis avancé nerveusement vers la porte, tendant la main, sentant son poids. J'ai serré le poing et frappé 3 fois, chaque coup résonnant dans le silence. Puis j'ai attendu, écoutant des signes de vie. En regardant par une petite fenêtre sale à droite de la porte, je pouvais distinguer encore plus d'objets variés apparemment sans rapport, éparpillés sur les étagères et les tables. C'est alors que je me suis tourné vers Chris. Je me souviens lui avoir simplement dit que nous devrions continuer notre chemin, qu'il n'y avait personne à la maison, mais il ne répondit pas. Il y avait quelque chose en lui, il semblait pâle et confus. Je ne peux à peine l'expliquer maintenant que j'essaie de m'en souvenir. Il avait regardé par la fenêtre sale et avait vu beaucoup mieux l'intérieur de la maison. C'était presque comme s'il avait vu quelque chose, mais ne pouvait pas l'expliquer. Il commença à secouer la tête violemment, hyperventilant tandis qu'il sortait en courant de la petite cour. J'étais confus, un peu effrayé, et je commençais à crier après lui, juste parce qu'il agissait de manière si étrange. Oui, la petite cabane était bizarre, mais il agissait comme s'il avait vu un fantôme. Il ne me répondit qu'une seule fois, les dents serrées. « Il faut partir, maintenant. » Plus tard cette nuit-là, alors que nous buvions des bières autour de notre feu de camp, je pris finalement le courage de lui demander ce qu'il avait vu par la fenêtre. Il recommença à secouer la tête de la même manière étrange, bégayant en essayant de trouver les mots pour s'exprimer. Il finit par expliquer que quelqu'un était dans cette cabane tout le temps, se cachant de nous, et que tandis que je frappais pour attirer leur attention, ils nous observaient à travers la fenêtre. Chris dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi mal en point. Il ne pouvait pas dire si cette personne était handicapée ou si elle avait simplement été battue si brutalement que son visage était défiguré. Il dit que quand cette personne regardait fixement à travers la vitre, elle semblait terrifiée. Mais il n'y avait aucune chance qu'elle ait survécu seule là-haut. Quelque chose d'autre vivait aussi là-bas, quelque chose qui aurait pu revenir vers nous à tout moment. Je remercie Dieu que nous n'ayons pas découvert ce que c'était. Un voyage en Caroline du Sud. Au moins une fois par an, la famille de mon beau-père organise un petit voyage de camping en Caroline du Sud. Ma mère est mariée avec lui depuis environ 6 ans, donc j'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs de ces voyages quand mon travail me le permet. Le premier voyage auquel j'ai participé a eu lieu juste après que ma mère et mon beau-père se soient mariés.
Mon frère cadet et moi avons chargé la camionnette de mon beau-père avec du matériel de camping et avons fait le voyage de 9 heures depuis notre maison à Pittsburgh jusqu'à sa Caroline du Sud natale. Nous venions de franchir la frontière de la Virginie occidentale lorsque nous nous sommes arrêtés pour la première fois pour faire le plein d'essence. Nous sommes tous sortis de la camionnette pour nous dégourdir les jambes et utiliser les toilettes pendant que mon beau-père et un vieil employé échangeaient quelques dollars pour nous ravitailler. J'ai fini par aller aux toilettes, puis je suis retourné à la camionnette quand j'ai entamé une petite conversation avec l'employé âgé. Il semblait assez aimable au début et m'a demandé où nous allions, combien de temps nous allions rester, ce genre de choses. Mais quand j'ai mentionné que nous allions camper, son humeur a semblé changer. Tu sais que tu dois toujours être respectueux de la nature. Elle peut être impitoyable, a-t-il expliqué. Ne te mêle pas aux animaux, ne laisse rien d'autre que les traces de tes bottes. Tout désordre, et, la forêt a une façon de te faire savoir que tu n'es pas le bienvenu. Je lui ai assuré que nous serions respectueux, mais cela n'a en rien changé son comportement. Il a terminé de faire le plein et est retourné à sa chaise sans dire un mot. Plusieurs heures plus tard, nous étions en Caroline du Sud, lorsque nous avons fait une dernière pause avant le campement. C'était essentiellement une réserve de vie sauvage qui faisait aussi office d'aire de repos pour les camions, avec un petit panneau informatif nous renseignant sur la flore et la faune locale. Mais quelque chose a attiré mon attention. En bas du panneau, gravé dans le plastique blanc, il y avait seulement 2 mots. « Respecte la nature ». C'étaient les mots que l'employé de la station-service m'avait dit. C'était bizarre, bien sûr, mais cela devait être une coïncidence. Les mêmes mots, oui, mais à des centaines de kilomètres de distance. Il n'y avait pas moyen que ce soit le même type. Je veux dire, ce genre de choses n'arrive que dans les films d'horreur stupides. Naturellement, je n'ai pas pris la peine de mentionner cela à ma mère ou à mon beau-père. Pourquoi l'aurais-je fait ? Cela semblait insensé. Il aurait été insensé de penser qu'il y avait une quelconque connexion entre l'employé de la station-service et le message gravé. Nous sommes donc retournés à la camionnette et avons continué vers le campement. À notre arrivée, nous avons salué toute la famille avec une série de câlins et de poignées de main. Puis, nous nous sommes mis au travail pour monter une grande tente de luxe dans laquelle nous allions dormir. Une fois que nous avons terminé, nous sommes retournés passer du temps avec la famille et nous nous sommes régalés d'un barbecue. Toute la famille de mon beau-père était aussi charmante que lui, et je dois ajouter que mon beau-père était bien meilleur père que notre père biologique. Mis à part la période initiale de leur relation, j'étais heureux que ma mère ait trouvé quelqu'un d'aussi bon pour elle. Après une soirée autour du feu à chanter de vieilles chansons avec mon oncle à la guitare, nous sommes retournés à nos tentes pour dormir un peu. Mais en arrivant, nous avons vu quelque chose de jeté sur l'herbe près de l'entrée. Un oiseau mort. Mon frère cadet a commencé à paniquer. La chose commençait à se décomposer et une énorme puanteur collective s'est propagée à travers les arbres lorsque l'odeur nous a frappés. Mon beau-père nous a calmés en disant quelque chose à propos des paies de voiture de mon frère qui sentaient bien pire, puis il a procédé à se débarrasser de l'oiseau pendant que nous nous préparions à aller au lit. Mais je l'ai observé à la lumière de sa propre torche, tandis qu'il utilisait un bâton pour déplacer les petites plumes de notre campement. Il s'est agenouillé sur le sol et a sorti quelque chose de sous l'aile pourrie de l'oiseau, quelque chose qui ressemblait à une note. Quand je lui ai demandé à ce sujet, il a ignoré la question comme s'il n'avait rien trouvé. J'aurais continué avec d'autres questions, mais quand j'ai vu l'expression dans ses yeux, j'ai décidé de ne pas le faire. Il était effrayé, très effrayé. Le lendemain matin, certains autres membres de la famille ont mentionné avoir entendu des pas autour de leur tente pendant la nuit. Ils demandaient autour d'eux, essayant de savoir qui s'était promené ou s'il y avait un somnambule parmi nous, mais en vain. Personne ne prétendait être sorti de sa tente si tard. C'est alors que l'atmosphère a commencé à devenir un peu inconfortable. La deuxième nuit fut un peu moins agitée. Il n'y eut pas de pas autour des tentes de personnes, mais j'ai entendu quelque chose qui m'a empêché de dormir. Dans l'obscurité de la nuit, j'entendais la voix de mon frère cadet à travers la tente. Au début, je pensais qu'il lisait à haute voix, comme il le faisait souvent à cet âge, mais il n'avait pas de lampe de poche, donc il n'avait pas de livre. J'ai forcé mes yeux et mes oreilles pour comprendre ce qu'il chuchotait. Je pensais devenir fou quand j'ai finalement compris les mots. Il n'y avait pas moyen qu'il dise ce que je pensais entendre, mais il récitait les informations présentes sur le panneau de la réserve de vie sauvage où nous nous étions arrêtés en Caroline du Sud. Il semblait les dire mot pour mot, utilisant tous ces grands mots que je savais que mon frère cadet ne connaissait pas. Finalement,
Il s'est arrêté, mais j'étais tellement effrayé que je n'ai pas pu dormir du tout. Je me suis réveillé épuisé par le son de la voix de mon beau-père, qui sonnait inhabituellement sévère. En sortant, j'ai vu pourquoi. Tout le monde emballait ses affaires et les chargeait dans leurs divers véhicules. Nous devions rester au moins 2 nuits de plus, mais l'atmosphère était tendue. Les gens ne se parlaient pas en emballant rapidement leurs affaires. Mon beau-père m'a demandé de les aider à emballer et de le faire le plus rapidement possible. En le regardant dans les yeux, il m'a dit de ne pas poser de questions. Nous étions sur la route du retour vers la Pennsylvanie à midi. J'étais tellement content de partir que j'ai réussi à garder la bouche fermée pendant tout le trajet de retour. Mais j'avais besoin de savoir ce qui avait tant effrayé tout le monde. Je devais aussi lui demander ce qu'il avait trouvé avec cet oiseau mort la première nuit. Mais il fallait choisir le bon moment. Nous sommes arrivés à la maison tard dans la nuit, si tard que mon beau-père a dû porter mon frère endormi de la voiture directement au lit. Après un dîner tardif, j'ai réussi à le trouver seul devant la télévision. Il savait ce que je voulais savoir avant même que je parle. Il y avait une note avec l'oiseau mort, comme je m'y attendais. Elle disait « Rentre chez toi ». Mais il a pensé que c'était une blague d'un adolescent local ou de l'un de ses cousins qui en voulait à son départ des Carolines pour le Nord. Il l'a donc ignoré. Je lui ai demandé s'il avait entendu mon frère parler en dormant. Quand il m'a lancé un regard confus, j'ai su qu'il ne l'avait pas entendu. Mais il a continué à expliquer ce qui avait tant effrayé la famille qu'ils avaient décidé de fuir le campement. Le cousin dont il soupçonnait d'avoir laissé la première note s'était réveillé à l'aube, la vessie pleine de bière. Somnolent, il est sorti de sa tente pour uriner, puis est retourné un peu plus éveillé. C'est alors qu'il a remarqué le cerf mort près du foyer. Il l'a laissé là comme un message. Il a réveillé mon beau-père et lui a demandé de déplacer le cerf avant que quelqu'un d'autre ne se réveille et ne panique. Dès qu'ils l'ont fait, ils ont réveillé leur famille et les ont fait partir. Mais ce n'était pas la pire partie. Mon beau-père expliqua que celui qui avait laissé le cerf mort avait gravé quelque chose dans sa chair. Ils avaient dû couper le cerf alors qu'il était encore vivant, car il dit que les lettres étaient formées plus par du sang coagulé que par des coupures ouvertes. Il dit que c'était seulement 2 mots, 2 petits mots. Je lui ai demandé ce qu'il disait. Il a soupiré, incapable de me regarder dans les yeux. « Avertissement final », a-t-il répondu.